this afternoon in this really decisive moment. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce moment important pour faire avancer la question de la reddition de comptes des entreprises au Canada. Tout d'abord, quelques enjeux techniques. Cliquez sur le petit globe au bas de l'écran et sélectionnez le langage désiré. There's interpretation for French and Il English. y a de l'interprétation en anglais et en français. Vous cliquez sur le symbole du globe terrestre en bas de votre écran Zoom et sélectionnez la langue dont vous avez besoin. Si vous joignez à nous sur Facebook Live, vous allez participer dans une expérience bilingue. Si vous avez besoin d'interprétation, on vous invite à venir au webinaire Zoom. Vous pouvez écrire vos questions directement dans la boîte QR ou dans la boîte de clavardage. Si vous voulez poser une question en direct, vous pouvez lever la main et on ouvrira votre canal pour vous permettre de poser votre question à la fin. Disponible au besoin. S'il vous plaît, vous dirigez au globe en bas de l'écran. So, thank you very much. Welcome. Merci, je m'appelle Emily Dwyer. Je suis la directrice des politiques du Réseau canadien pour la réduction de comptes des entreprises. On regroupe 40 organismes partout au Canada. Je vous joins depuis le territoire non cédé des Algonquins Anishinaabe. On aimerait commencer en exprimant notre reconnaissance aux membres de Parlement, les députés Heather McPherson et Peter Julian d'avoir introduit ces deux projets de loi privés à la Chambre des communes aujourd'hui. Le RCRCE travaille sur ces enjeux depuis plus d'une décennie. On a publié deux lois modèles, le premier en 2017 pour créer un bureau d'ombudsman ayant le pouvoir d'enquêter et l'autre en 2021 pour entériner dans la loi le respect des droits de la personne. Ces projets de loi sont vraiment historiques et très importants. Et on remercie tous les députés, les membres du Parlement qui vont les soutenir dans les jours et semaines à venir. J'ai le grand privilège d'avoir quatre représentants du RCE ici avec nous aujourd'hui. Ils vont tous et toutes partager quelques commentaires et ensuite on aura des questions à la fin. Donc, sans plus tarder, je demanderai à Aisha Francis de Kairos, Canadian Ecumenical Justice Initiative, à prendre la parole. Aisha, allez-y. Merci. J'aimerais d'abord reconnaître et remercier le Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises et ses membres pour la persistance dont ils ont fait preuve depuis des décennies dans la défense de la responsabilité des entreprises au Canada. Au nom de Kairos, je remercie également le RCRCE d'avoir rédigé une loi obligatoire sur la diligence raisonnable en matière de droits de la personne et de l'environnement. Aujourd'hui, Kairos est reconnaissante aux députés Peter Julian et Heather McPherson d'avoir déposé deux projets de loi importants pour aider à réaliser ce projet de loi et pour renforcer le mandat de l'Ombudsman canadien des entreprises responsables. Ces mesures législatives cruciales sont attendues depuis longtemps au Canada. Depuis 2 décennies, Kairos, ses partenaires mondiaux, ses églises membres et son réseau demandent à notre gouvernement de rendre le Canada ouvert à la justice. Les partenaires de Kairos comprennent des communautés autochtones du Canada et du Sud, en particulier des femmes qui défendent la terre et l'eau. Le gouvernement du Canada a exprimé son soutien à une approche féministe et élabore actuellement une politique étrangère féministe. Cependant, une politique étrangère féministe est fortement compromise sans une législation forte sur la responsabilité des entreprises. Il est donc impératif que le gouvernement canadien soutienne pleinement et donne la priorité à l'adoption de ces deux projets de loi. En fait, nous faisons appel au soutien de tous les députés de tous les partis ainsi qu'aux électeurs de tout le pays pour qu'ils demandent à leurs députés de faire de même. Je dois souligner que Kairos n'est pas contre l'exploitation minière. Nous reconnaissons son rôle dans notre société, notamment dans le développement des énergies renouvelables. Mais la transition vers une énergie propre doit être juste. La justice n'est pas servie lorsque les personnes les plus touchées par l'exploitation minière sont chroniquement ignorées. Le patriarcat a exclu les femmes autochtones des tables de décision. Le colonialisme a fait du racisme environnemental une réalité dans le monde entier et ici au Canada. S'il est adopté, le projet de loi de M. Julian
obligera les entreprises à consulter les titulaires de droits et à identifier les risques afin de prévenir les violations des droits de la personne et les dommages environnementaux. Il faut savoir que les entreprises ont la réputation de confondre consultation et consentement. Et elles ont également la réputation de manipuler les informations et les données pour tromper les communautés, de contourner les décisions des communautés et d'ignorer leurs refus. Pour éviter tout préjudice, les entreprises doivent obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des communautés pour opérer sur leur territoire, un droit inscrit dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Trop souvent, ce droit est ignoré. Trop souvent, c'est sur les femmes autochtones que l'exploitation minière a le plus d'impact. Les projets d'extraction ont tendance à contaminer l'eau douce nécessaire à la vie quotidienne, en particulier des tâches qui incombent socialement aux femmes, comme la cuisine, le nettoyage, l'éducation des enfants, la culture et l'élevage de petits animaux. Rarement consultées, les femmes font part de leurs préoccupations, de leurs questions et de leurs frustrations dans les rues de leur communauté et sur les sites d'extraction. En raison de leurs efforts, elles sont stigmatisées et ostracisées au sein de leur propre communauté. Ils sont souvent confrontés à des campagnes de dénigrement sur les médias sociaux ou locaux. Les forces publiques et privées les criminalisent, les menacent, les attaquent et parfois même les tuent. Ces menaces, attaques et meurtres ont augmenté de façon spectaculaire ces dernières années. L'année dernière, encore, 59 des défenseurs des droits humains qui ont été tués militaient pour les droits des Autochtones et la protection de l'environnement. Au Guatemala et en Colombie, les accords de paix ont attiré des investissements de sociétés canadiennes, ce qui a entraîné une augmentation de la violence pour protéger les intérêts des entreprises. La guérilla et les groupes paramilitaires ciblent les protecteurs de l'environnement comme des obstacles au soi-disant progrès et au développement. Il faut savoir que les femmes et les communautés autochtones sont des gardiennes essentielles de la terre et de l'eau, y compris des pratiques agricoles régénératrices. Elles séquestrent le carbone par la gestion naturelle des sols et la réforestation. Les femmes locales sont également au cœur de la construction d'une paix juste, équitable et durable dans leur région. Ces efforts sont sapés par des projets d'extraction de ressources à grande échelle. Bien que les projets de loi déposés aujourd'hui ciblent les abus dans les opérations à l'étranger des entreprises canadiennes, la responsabilité doit être appliquée au Canada également. Comme le détaille un rapport publié en 2021 par la docteure Sherry Pictou et diffusé par Kairos, les entreprises extractives contrecarrent et criminalisent la défense des terres avec l'appui des gouvernements fédéral et provinciaux. Le rapport final d'enquête sur les femmes et filles autochtones et les personnes bispirituelles disparues et assassinées conclut que le secteur extractif contribue à des formes de violence sexiste. J'exhorte le gouvernement canadien à faire ce qu'il aurait dû faire il y a des années, faire ce que des millions de femmes, d'Autochtones et d'autres communautés racialisées du monde entier réclament, mettre enfin un terme à la faible surveillance de la responsabilité des entreprises dans ce pays. Il faut commencer par soutenir ces deux projets de loi d'initiative parlementaire, en plus du projet de loi 226 déposé par Elisabeth May pour lutter contre le racisme environnemental. Nous demandons l'appui de tous les députés de tous les partis et aux électeurs de tout le pays de demander à leurs députés de faire de même. Il est grand temps que le Canada établisse une approche des affaires axée sur les personnes et la planète. Merci beaucoup, Aïcha, pour ces mots puissants. Maintenant, j'inviterai Béatrice Olivastri, PDG des Amis de la Terre, Friends of the Earth, de vous adresser la parole. Merci, Émilie. Merci à Amélie et ses collègues au Réseau canadien de réduction de comptes des entreprises pour le travail depuis une décennie qui nous amène à ce moment aujourd'hui. Il faut aussi remercier les deux membres, les deux députés qui ont introduit ces projets de loi aujourd'hui. L'urgence dont Aïcha a parlé est également pertinente pour la justice environnementale et la protecteur que j'aimerais inclure dans cette discussion, c'est-à-dire la crise climatique, la pollution et la perte de la nature, constitue le plus grand défi de notre époque en matière de droits de la personne. L'exploitation, l'avarice sont au cœur de ces trois menaces et mènent à la violence envers les terres et les défenseurs de ces terres. Donc, face à des violations des droits de la personne et d'abus, l'autodéclaration des entreprises et les mécanismes volontaires des entreprises sont inadéquats et inacceptables, tout court. La justice environnementale ne peut être et ne sera servie que par une nouvelle législation visant à rendre les entreprises responsables de leurs actions et de leurs profits.
Notre façon de comprendre ces projets de loi, elles exigent des entreprises qu'elles préviennent les dommages, qu'elles fassent preuve de diligence raisonnable et qu'elles aident les personnes touchées à accéder aux tribunaux canadiens pour obtenir des injonctions et des réparations. La loi ou les lois établissent clairement que les droits de la personne comprennent le droit à un environnement sain et que l'obligation de diligence raisonnable d'une entreprise comprend le fait d'avoir égard à la relation entre les droits de la personne et l'environnement. Plus précisément, au fait qu'un environnement sain et durable fait partie intégrante de la pleine jouissance d'un large éventail de droits de la personne, y compris les droits à la vie, à la santé, à une alimentation produite de manière durable et à une eau saine. Les Nations unies ont récemment reconnu le droit à un environnement sain comme un droit de la personne, tout en soulignant que les segments les plus vulnérables de la population sont les plus touchés par la triple menace planétaire de la crise climatique, de la perte de la biodiversité et de la pollution. Nos homologues des Amis de la Terre en Europe et dans le Sud ont été l'avant-garde de la promotion de règles contraignantes pour les entreprises et de droits pour les personnes. Nous demandons au Canada de rattraper les pays leaders en soutenant cette législation et de commencer à contribuer de manière constructive aux négociations d'un traité mondial contraignant sur les entreprises et les droits de la personne. Le Canada est absent depuis le début de ces négociations en 2014 au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et je dois caractériser la contribution du Canada jusqu'à maintenant comme étant absente. La législation sur la diligence raisonnable en matière d'environnement et droits de la personne déposée aujourd'hui est un pas important dans la bonne direction. Nous appelons tous les partis à soutenir ces projets de loi importants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice, pour cet appel à l'action et votre intervention. Maintenant, je passerai le micro à Katie Nitya-Bandi d'Amnesty International Canada. Bienvenue, Katie. Merci, Émilie. Et bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Laissez-moi faire écho aux commentaires de mes collègues et remercier les deux députés, Peter Julian et Heather McPherson, d'avoir présenté ces deux projets de loi. Et j'aimerais souligner pourquoi ces projets de loi devraient être approuvés par tous les partis. Il y a plusieurs raisons. D'abord, ces projets de loi travaillent pour s'adresser à un enjeu de droit de la personne, c'est-à-dire à l'impunité des corporations, des compagnies transnationales et multinationales qui opèrent dans plusieurs pays. Les droits de la personne sont indivisibles et interdépendantes et nous félicitons le fait que ces deux projets de loi ne se limitent pas à un seul domaine dans le secteur des droits de la personne, mais il y a plusieurs outils et conventions qui sont des références dans ces projets de loi. On met au cœur de ces projets de loi des remèdes juridiques et non juridiques et on essaie de corriger le déséquilibre entre les compagnies puissantes et les défenseurs des droits de la personne. Le projet de loi sur la diligence raisonnable dit très clairement que les compagnies doivent pas seulement être transparentes par rapport à leurs opérations, l'exploitation de leurs projets dans le monde, ils doivent aussi prendre des pas pour éviter ces dommages en avance. Nous voici 4 ans après l'annonce du gouvernement du Canada du bureau d'ombudsman, mais ce bureau, pour l'instant, n'a pas les pouvoirs nécessaires pour agir. Le temps est venu pour le Canada de s'adresser à ces enjeux. L'abus des compagnies doit être confronté et plusieurs agences de l'ONU ont appelé au Canada et on dit que le Canada n'a pas suffisamment agi. On exige que le Canada tienne responsable les compagnies pour leurs gestes posés à l'extérieur du pays et d'éviter de multiples violations des droits de la personne. Le fait
les faits sont les suivants. On ne peut pas compter sur des mécanismes volontaires. Il faut avoir des mécanismes obligatoires. Et parce que sinon, ça mène à des abus comme les abus qu'on a vus dans le passé qui affectent surtout les défenseurs de la terre et de l'eau, qui sont souvent des femmes, souvent des personnes autochtones. Les mécanismes volontaires n'ont pas été efficaces et ont au contraire permis l'impunité. Et notre manque de règlement veut dire que les compagnies continuent de causer des dommages. Il y a des barrières significatives, des obstacles à l'accès à la justice et cela rencontre des obligations du Canada dans plusieurs conventions et ententes internationales et n'est pas non plus aligné avec la politique féministe étrangère du Canada. Il faut donc passer à une approche qui met au cœur et au centre de cette approche les besoins des communautés. Les profits des compagnies ne doivent pas venir avant l'environnement et les peuples. Pendant son témoignage au sous-comité des droits de la personne, un des témoins a dit que si le Canada veut montrer un leadership sur les affaires, les compagnies et le droit de la personne, il faut donner les pouvoirs suffisants à l'Ombudsman pour utiliser une loi qui permettrait d'exercer ce pouvoir-là. Aujourd'hui, on est un peu plus proche de cette réalité. Et donc, on demande à tous les députés, tous les membres du Parlement canadien préoccupés par les droits de la personne de donner à ces deux projets de loi l'attention nécessaire et dont ils méritent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy, pour ces mots et pour cet appel à l'action enthousiaste à nos parlementaires. Que j'introduise maintenant Michel Asselin de l'Association québécoise de la solidarité internationale. Comment est-ce que ça se peut que j'oublie le nom d'ACOSI en français? Je vais juste dire Michel Asselin d'ACOSI. Merci, Émilie. Et permettez-moi de moi aussi remercier des deux députés qui ont déposé les projets de loi aujourd'hui et aussi de remercier toutes les personnes et tous les groupes qui soutiennent activement les actions du RCRCA depuis une dizaine d'années. Depuis 2 ans, le monde est marqué par une pandémie qui exacerbe les inégalités existantes et pose des défis sans précédent. La COVID-19 a exposé la fragilité de nombreux pays quant à l'approvisionnement en biens et services essentiels. Les besoins en matériel sanitaire ont explosé. Une compétition féroce s'est rapidement mise en branle pour obtenir des équipements essentiels pour le système de santé. Ensuite, ce fut la course pour obtenir des vaccins. Toute la population canadienne a alors constaté que les chaînes d'approvisionnement sont étroitement liées, que la plupart des produits que nous consommons et dont nous dépendons proviennent des chaînes d'approvisionnement mondiales complexes et que le monde est de plus en plus interdépendant. De nombreux Canadiennes et Canadiens ont découvert le côté hideux de ces chaînes d'approvisionnement quand on a appris qu'au moment où le Canada livrait une vive concurrence à de nombreux pays afin d'obtenir des équipements de protection pour les milliers de travailleuses et de travailleurs de la santé, le gouvernement avait accordé 221 millions de dollars en contrat à une filiale d'une entreprise de la Malaisie soupçonnée d'avoir recours au travail forcé. Cette dénonciation nous a sensibilisés davantage au travail forcé qui existe toujours. En mars 2021, un rapport titré « Même pas le strict minimum » dénonçait des marques canadiennes et internationales de l'industrie du textile. La pandémie a rétréci toute cette industrie. On y révélait que la quasi-totalité des marques a refusé de verser une indemnité de départ aux personnes congédiées au lendemain de la fermeture des frontières. Le rapport trace un lien entre les détaillants canadiens et des manufactures du Bangladesh qui maintiennent leurs employés dans une misère sans fin.
Cette période a aussi été meurtrière pour les défenseurs des droits humains et de l'environnement, qui ont continué à être confrontés à de graves risques pour leur sécurité, à des assassinats et à la menace supplémentaire que représente la COVID-19 pour leur santé. Les organismes canadiens et québécois qui travaillent en étroite collaboration avec des groupes de défense des droits humains dans le monde entier sont bien informés des sévices, menaces et exactions dont sont victimes les défenseurs et les communautés qui luttent pour la défense de leurs droits et leurs libertés. Le gouvernement du Canada devrait lui aussi être bien informé, étant donné les nombreux témoignages de défenseurs menacés que nous avons invités et qui ont participé à des tournées d'information à travers le pays. Et il devrait mesurer l'ampleur de la gravité de la situation à la suite de la présentation de nombreux rapports publiés depuis une dizaine d'années. L'impunité des entreprises va à l'encontre des engagements du Canada pour l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations unies. Et très certainement, elle est incompatible avec une politique étrangère féministe du Canada. Les entreprises canadiennes opèrent aux quatre coins du monde par le biais de relations commerciales et de chaînes d'approvisionnement complexes. Nos lois doivent donc s'adapter à la réalité de l'économie mondiale. Les projets de loi déposés aujourd'hui sont éminemment raisonnables. Ils sont bons à la fois pour les entreprises, les communautés et les travailleuses et les travailleurs. Ils proposent un ombudsman doté de pouvoirs réels d'enquête, y compris le pouvoir de contraindre la production de documents et de témoignages sous serment pour aller au fond des préjudices actuels, pour identifier des solutions et prévenir les injustices futures. Il propose également une obligation juridique des entreprises pour les obliger à prévenir les préjudices et à faire preuve de diligence raisonnable. Les entreprises qui respectent les droits humains et l'environnement soutiendront l'adoption de ces lois. Sans mesure de responsabilité efficace, ces entreprises ont du mal à se distinguer de celles impliquées dans les abus. Les entreprises qui profitent de l'exploitation humaine pourront enfin être tenues responsables. Nous avons besoin de l'engagement des Canadiennes et des Canadiens d'un océan à l'autre pour que ces deux projets de loi obtiennent le soutien de la Chambre des communes. Nous devons faire entendre nos voix et affirmer fermement que le respect des droits humains et l'imputabilité ne sont pas négociables. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour vos remarques motivateurs pour nous. And thank you to all of the panelists. Et merci à tous les panélistes cet après-midi pour vos paroles, vos interventions. Avant de passer à la période de questions et de réponses, et un petit rappel que si vous voulez, vous pouvez clavarder, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte QA ou dans la boîte de clavardage. On va aussi prendre des questions du Facebook Live. Alors, vous pouvez aussi lever la main ici. Denis Côté-Dacosti va animer la période de questions et de réponses. Mais avant, on aimerait, en plus d'avoir remercié les députés qui ont présenté les députés, j'aimerais remercier les membres et les organisations de la société civile canadienne qui poussent, qui font du plaidoyer depuis une décennie et les centaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes qui ont parlé à leurs députés, qui ont signé des pétitions, qui ont écrit des lettres, qui ont participé à des manifestations. C'est une étape très importante, mais il faut reconnaître qu'on ne serait pas là si on n'avait pas eu
cette implication, ce dévouement, engagement de Canadiens et de Canadiennes concernés par ces enjeux, les organisations qui nous soutiennent et qui travaillent avec leurs partenaires et leurs homologues tout dans le monde, les députés, les membres du Parlement, pas seulement ceux qui ont présenté les projets de loi, mais aussi ceux qui ont soulevé ces enjeux dans les sous-comités, ont été présents pour les tournées, l'étude au comité international qui a recommandé la création de l'Ombudsman et de ces projets de loi et tous les conseillers qui ont travaillé avec nous et qui ont partagé leur expertise depuis plusieurs années. Alors, merci à tout ce monde-là et je passe donc le micro à Denis pour animer la période de questions. On vous invite à poser vos questions là, dans le chat ou dans la colonne de Q&A en français ou en anglais. Donc, je vais simplement lire là, les questions dans la langue dans laquelle elles auront été écrites. Alors, on peut commencer avec la première question qui est en anglais. So the first question, donc, la première question, est-ce que c'est vraiment important pour le bureau d'avoir le pouvoir d'enquête, surtout parce que ce bureau existe seulement depuis 2019. Je ne sais pas qui a posé cette question. Qui aimerait répondre? Moi, je peux répondre. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, je crois qu'il y a deux parties à cette question et à la réponse aussi. Quand on regarde la fonction essentielle d'un bureau d'ombudsman, les pouvoirs qu'a ce bureau vient de pouvoir accéder à la vérité. Ce n'est pas un bureau qui donne des amendes, qui arrive à la culpabilité ou qui prend des décisions qui doivent être respectées. Le pouvoir de ce bureau-là, c'est de pouvoir trouver la vérité. Donc, sans les pouvoirs d'enquête, la fonction principale du bureau manque. C'est une grave lacune. Pour répondre à la question, est-ce qu'on doit donner plus de temps au bureau? On a eu des bureaux sans pouvoir qui offrent des services de médiation depuis longtemps. Le point de contact national n'a pas de pouvoir d'enquête. Le conseiller en responsabilité sociale corporative que ce bureau de l'Ombudsman allait remplacer n'avait pas de pouvoir d'enquêter. Donc, les membres du RCRCE ont amené plusieurs plaintes à ces bureaux et il n'y a pas eu de remède, il n'y a pas eu de compensation et souvent les gens étaient en pire situation après ces processus. je vois que tu as la main levée. Tu voulais Oui, je voulais seulement souligner le fait que dans ces batailles pour revendiquer justice, euh, les communautés ou des défenseurs des droits non pénals canadiens. Donc, c'est fondamental que si on s'engage dans cette voie de respect des droits humains, que l'Ombudsman, que le bureau de l'Ombudsman ait des pouvoirs et ait aussi des moyens pour s'assurer que on puisse porter plainte et être entendu dans un rapport qui est vraiment à la base très inégalitaire en termes de moyens. Merci, Michel. I will proceed to read the second question. Is it reasonable to Je vais lire require la deuxième question. Est-ce que c'est raisonnable de demander aux compagnies d'éviter et dans leur chaîne de production? Est-ce qu'ils peuvent vraiment influencer les autres compagnies, les sous-contractants et les filiales? Béatrice. Oui, et c'est plus que raisonnable. C'est complètement faisable. Ils ont des contrats avec leurs filiales. Il n'y a pas de question que les compagnies peuvent le faire. C'est une question de volonté. Et ces actes, ces lois qui ont été introduites aujourd'hui vont donner cette volonté-là. Donc, il n'y a pas de question que c'est faisable. Il faut juste maintenant mettre en œuvre et approuver ces projets de loi. Merci, Béatrice. Je peux passer à la troisième question. Plusieurs
cas d'abus de coopération ont déjà été amenés dans les tribunaux canadiens. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle loi si on peut déjà avoir des procès dans les tribunaux canadiens par rapport à ces violations? Qui aimerait répondre à cette question? Moi, je peux répondre aussi, et s'il y a d'autres qui aimeraient compléter. La réalité est la suivante. On n'a pas encore eu un seul cas, un seul procès au Canada où les victimes d'abus de compagnies ailleurs dans le monde ont reçu des remèdes dans les tribunaux canadiens. Et c'est parce que ça prend des années et des années de litigation, de lutte juridique pour même arriver à une journée devant un magistrat, devant un juge. Donc, il y a eu des progrès significatifs. La Cour suprême du Canada, la décision de Nevson le rend beaucoup plus clair que les victimes d'abus à l'extérieur des frontières du Canada devraient pouvoir amener des cas devant les tribunaux canadiens, mais les barrières et les obstacles sont encore significatifs. Et donc, une loi sur la diligence raisonnable éclaircirait les responsabilités des compagnies pour prévenir les abus aux droits de la personne dans leur chaîne d'approvisionnement et donnerait l'accès aux victimes aux tribunaux canadiens pour voilà, éclaircir toute cette complexité juridique et légale et permettre voilà, à avancer beaucoup plus rapidement et de façon plus efficace. Merci, Emily. Oui, je pense que c'est une très bonne réponse à la question, mais encore une fois, il faut placer l'impact sur les communautés des individus au cœur, au centre de cela. Dans le processus actuel, le processus est dissuasif et met des obstacles devant les gens qui ont été les plus affectés. Il y a tellement de barrières, tellement d'obstacles. Et pour revenir à ce que Michel a dit, les coûts sont faramineux, sont énormes. Et donc, cette législation actuelle enlèverait ces barrières et permettrait à ces communautés d'avoir accès à des remèdes. C'est absolument crucial. Merci beaucoup pour vos réponses. La prochaine question sera en français, mais bien sûr, pour nos panélistes, vous pouvez répondre en anglais si vous voulez. D'autres projets de loi à la Chambre des communes et au Sénat qui se concentrent sur la transparence et l'esclavage moderne. Le projet de loi présenté aujourd'hui est-il du même genre? I hope you all got the translation. Otherwise, I can... J'espère que vous avez tous compris la traduction. Est-ce que quelqu'un aimerait répondre? Est-ce que je vois quelqu'un lever la main? Sinon, je peux répondre. Je ne veux pas dominer ou monopoliser. En tout cas, la réalité est la suivante. Les rapports ou les projets de loi sur l'esclavage moderne qu'on a vu présentés dans la Chambre des communes et au Sénat reproduisent un modèle qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché ailleurs. Hier soir, M. Suryadeva du groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et de la personne est apparu comme témoin devant le comité parlementaire et appelé au Canada de ne pas suivre une approche faible. Il a dit que pour être aligné, harmonisé avec les meilleures pratiques dans le monde et les indications du Canada en matière de droits de la personne, c'était de présenter et d'approuver des projets de loi qui préviendrait et permettrait aux compagnies de bien agir et de permettre aux victimes d'avoir accès aux tribunaux canadiens. Et c'est ce que permet le projet de loi qui a été présenté aujourd'hui. Ce n'est pas comme les rapports sur l'esclavage moderne qui dit tout simplement, dites-nous si vous faites quelque chose, c'est volontaire. Ces projets de loi vont entériner la responsabilité des compagnies de prévenir les dommages et comme Cathy l'a dit, va mettre au centre de l'approche les gens qui ont été endommagés, qui ont été blessés et de les donner l'accès à une justice efficace et
rapide. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire la question de Joan Baxter dans la boîte de discussion et ensuite je passerai le micro où en fait on va ouvrir le micro d'Alice Chipot, quelqu'un qui a le pouvoir de faire cela. En tout cas, je vais commencer avec la question dans la boîte de discussion. La question de John Baxter. euh, Combien de soutien d'appui existe dans la Chambre de communes pour ces projets de loi? Est-ce que vous pensez que le projet de loi sera approuvé, passera à la prochaine étape? Quelqu'un qui veut répondre? Je ne sais pas si on peut parler du niveau d'appui, mais on peut parler des attentes que nous avons par aux députés de tous les partis. C'est un projet de loi, comme nous l'avons mentionné plus tôt, qui doit être soutenu et promu par n'importe quel député qui dit qu'il soutient les droits de la personne, parce que ça permettra au Canada de respecter ses obligations internationales, permettra à ceux qui ont été endommagés d'avoir accès à des remèdes et de la compensation, que les compagnies canadiennes suivent les règles. Euh, euh, donc, on ne peut pas imaginer un seul député qui serait en contre de ces propositions, de ces projets de loi. Et on s'attend à ce que ces projets de loi reçoivent un appui non partisan de tous les partis. Je pense que je parle au nom de tous nos collègues. On a beaucoup d'espoir que tous les députés vont soutenir ces lois. Merci, Béatrice. Oui, je fais écho à ces attentes, mais je voulais souligner qu'il y a depuis longtemps la position canadienne qui parle de principes volontaires, les lignes directrices de l'ONU. C'est ce qu'on a souvent dit dans les négociations quand on a essayé de négocier un traité pour rendre imputables les compagnies à l'international. Donc, je pense qu'il faut s'attendre et travailler vers une réception positive par tous les députés, mais il faut aller au-delà de ce message qui dit on a déjà les principes volontaires, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez, on a besoin d'un momentum pour permettre aux députés d'aller plus loin. Donc, il faut que le public canadien, que tout le monde contacte leurs députés et leur dire qu'il faut tenir un débat réel là-dessus, mais il y a du travail à faire. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous en contactant votre député. Merci beaucoup. Il y a eu une confusion, il n'y a pas de main levée finalement, donc je vais revenir aux questions qu'on a reçues dans la boîte Q&A. J'ai une question de Penelope Simons. Le Canada ne serait pas le seul pays à approuver une loi sur la diligence raisonnable et les droits de la personne. Est-ce que vous pouvez parler de comment cette législation pourrait être en harmonie avec les projets de loi en Europe et les compagnies qui sont actives en Europe? Très bonne question, professeur Simons. Il y a un momentum accru vers ce genre de projet de loi de diligence raisonnable. On a vu des lois en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Norvège et à l'Union européenne. Donc, au niveau européen, si le Canada n'approuve pas ce genre de loi, les compagnies canadiennes vont être à un désavantage compétitif vis-à-vis leurs homologues européens. Mais beaucoup de compagnies canadiennes vont être assujetties à ces lois européennes. S'ils sont actifs dans ces pays en Europe, ils peuvent être attrapés et piégés par ces lois-là, étant donné que les lois sur la diligence raisonnable affectent tous les filiales d'une compagnie. Alors, il y a
une opportunité pour le Canada de se rattraper. C'est très différent de ce qui s'est passé avec l'Ombudsman canadien pour les entreprises responsables. Si ce bureau-là avait de vrais pouvoirs, ça pourrait être considéré le premier de ce genre au monde. Ça pourrait être une grande opportunité, en fait. Et ces deux lois ensemble pourraient permettre au Canada de vraiment être un leader, un chef de file dans ce domaine. Merci beaucoup, Émilie. Il nous reste encore 3 ou 4 minutes pour des questions. Je vois que Catherine Anderson a levé la main. Est-ce qu'on peut la permettre de poser une question, Gabriela? Je vois le micro. Catherine, est-ce que vous pouvez poser votre question? Don't know if it's working, so Je maybe ne sais pas si ça marche. Donc, je prendrai la question dans la boîte de clavardage. En attendant, il y a une question de Daniel Mallette. ces présentations et bravo pour les deux projets de loi. On peut s'attendre à des débats sur les deux projets de loi et ultimement à un vote. À quel moment? Anyone has an idea about that? So when can we expect debates and a vote on these? Quand est-ce qu'auront lieu les débats sur ces projets de loi et les votes là-dessus? Pour ceux qui savent comment les projets de loi privés, peut-être c'est de l'information un peu ennuyante, mais bon, il y a un système de loterie. Il y a un ordre pour l'introduction des projets de loi privés. Donc, vous pouvez présenter un projet de loi n'importe quand, mais vous ne pouvez pas l'amener à la deuxième lecture le premier. Donc, ça dépend de votre chiffre, de votre numéro dans la loterie. Je n'ai pas les numéros de ces deux projets de loi devant moi, mais on est allé chercher cette information plus tôt. Le projet de loi du député Peter Gillian, je pense que c'est comme 80 et le projet de loi de Heather McPherson, c'est 120. Donc, on soupçonne que plus tôt qu'on arriverait à 80, ça serait à l'automne 2022, mais c'est plus probable au printemps 2023. Ça dépend de combien de temps les autres projets de loi prendront, les autres projets de loi qui sont devant ces projets de loi. Le gouvernement du Canada peut toujours, bien sûr, soutenir et amener un projet de loi privé, l'introduire comme projet de loi gouvernemental du gouvernement. Et bien sûr, ça accélère énormément le processus. Donc, si nous répondons à l'appel de Béatrice de nous aider, de pousser, de contacter vos députés, les demander de soutenir, on pourrait faire avancer ce dossier plus rapidement avec ces projets de loi. Merci beaucoup, Émilie. Je pense que la question, la séance de questions et réponses arrive à sa fin. Il est 12h58. Ça a été peut-être la séance de questions et réponses la plus efficace que j'ai vue dans les dernières années. Merci à toutes nos panélistes intervenantes. Émilie, je te repasse la parole pour le mot de la fin. Just again, thank you very much, all of you. Oui, encore une fois, merci à vous tous et à vous toutes d'être ici avec nous aujourd'hui, aux députés qui ont présenté ces projets de loi, ceux qui vont l'étudier et qui vont être des commissionnaires et qui vont soutenir ces projets de loi. À tous les panélistes, merci pour votre temps, votre dévouement, vos paroles, vos mots et vos messages. Et on a hâte de continuer de faire de l'engagement sur cette question dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Thank you. Thank you, everyone.